suis Lee. On vous parler justement déjà du renouveau, alors renouveau de l'évolution du marché, alors à la fois des satellites et du coup des lanceurs, mais également justement de son application aujourd'hui en France et plus précisément dans notre région. Donc je m'appelle Stanislas Maximin, je suis un des cofondateurs et le président de Venture Orbital Systems. On est une start-up basée à Reims, comme l'a dit François, depuis septembre dernier. On est aujourd'hui 27 à temps plein et on grandit assez rapidement. On a levé pas mal d'argent et on développe voilà, le premier lanceur orbital 100% français depuis 1975. Euh, je reviendrai dessus en détail. Avant, je voulais aborder quelques petits points justement pour un peu attaquer cette approche, aborder pardon, justement ce sujet des petits lanceurs. Comme tu le disais, François, euh, et comme l'ont également bien raconté Philippe et Pascal, on a eu vraiment une progression en France sur cet aspect lanceur des fusées jusqu'à ce qui est aujourd'hui Ariane 5 et demain Ariane 6. Euh, mais c'est intéressant de voir l'histoire parce que aujourd'hui la question se pose, pourquoi est-ce que de plus en plus d'entreprises se lancent en Europe et dans le monde sur le marché du lancement avec une volonté de réduire la capacité des lanceurs, c'est-à-dire de créer des lanceurs plus petits, alors que depuis les années 60, on crée des lanceurs de plus en plus capables, de plus en plus performants, de plus en plus poussés. Euh, donc là-dessus, faut revenir un petit peu en arrière. Le premier lanceur orbital français, c'est Diamant, qui pouvait, dans sa première version, envoyer entre 120 et 140 kg dans l'espace. Dans sa dernière version, environ 220 kg dans l'espace. Et les évolutions qu'on a connues, avec le premier projet européen qui n'a pas vraiment fonctionné, et puis on va dire, son successeur, Ariane 1, et toute la famille Ariane qui ont été un très grand succès, qui sont toujours un très grand succès commercial et institutionnel. Euh, mais bon, en Europe, on a toujours eu, on va dire, alors depuis peu de temps, on a Vega, depuis quelques années, on a Vega, ce qui fait qui comble un petit peu on va dire, les plus petits satellites, ceux qui vont faire 2 tonnes, etc. Mais pendant très longtemps, on n'a pas eu tous ces petits lanceurs. C'est quelque chose que par contre, la Russie et les États-Unis et la Chine ont eu. Hein, c'est-à-dire que on n'a pas non plus qu'une croissance complète. On a eu une croissance en effet au niveau de la capacité, mais toujours aux USA, en URSS, puis en Russie et en Chine, des petits lanceurs, en tout cas des plus petits lanceurs avec des capacités de 500 kg, 1 tonne, 3 tonnes, 6 tonnes, etc. etc. Donc c'est important quand même de le dire parce qu'on n'est pas non plus sur passer de 20 tonnes à 10 kg aujourd'hui. Voilà, hein, on a quand même des lanceurs qui ont déjà une certaine capacité. Euh, Là-dessus, maintenant, pourquoi est-ce que depuis 15-20 ans, on remarque un inversement de la tendance, là où d'un côté, on a des gens qui vont réfléchir à avoir une grande capacité, et de plus en plus, hein, d'ailleurs. C'est-à-dire que quand on prend Blue Origin, la boîte de Jeff Bezos, qui veut faire un lanceur réutilisable avec 44 tonnes de capacité dans l'espace, Ariane 6, qui garde une grande capacité, même, alors oui, Vulcan, le nouveau lanceur du LA, qui a une grosse capacité dans l'espace, et puis Starship, qui également, là, explose tout au niveau capacité. Pourquoi est-ce qu'on a une grande différence avec les petits lanceurs? Ça vient de la nature même du marché du satellite, qui lui a subi énormément de changements. Euh, pour donner un exemple, en 2012, alors c'est relativement récent, hein, mais 2012 est une année assez, on va dire, charnière dans le lancement de satellites. On avait 140 satellites qui ont été lancés en orbite. Alors, satellites en comptant également ce qu'on appelle les spacecraft, donc également on a des capsules, etc. Hein, mais 140 satellites envoyés en orbite, dont 52 smallsat. Qu'est-ce qu'un smallsat? C'est un satellite de moins de 500 kg. J'utiliserai parfois aussi les termes microsat. Dépendamment d'où vous vous situez dans le monde, un microsat, c'est moins de 150 kg ou moins de 50 kg. Moi, j'utiliserai la nomenclature moins de 150 kg. Et des nanosatellites, dépendamment dans le monde, moins de 50 ou moins de 10. J'utiliserai la nomenclature moins de 50 kg. Donc on a des nanosats, on a des microsats, on a des smallsats ou petits satellites. Et donc 52 de ces petits satellites ont été envoyés en 2012. 2015, 3 années plus tard, toujours pas de petits lanceurs sur le marché. Hein. Pourtant,
grosse croissance de lancement, 280 satellites envoyés dans l'année pour 173 smallsat. C'est énorme. Sur ces 173 smallsat, 80% d'entre eux étaient des satellites qui pesaient moins de 15 kg. On est sur un retournement complet du secteur déjà du lancement et retournement complet également sur le secteur du satellite. 2019, le plus récent, enfin les données consolidées les plus récentes, 500 satellites envoyés en orbite pour 389 smallsat. Donc en fait on voit qu'il n'y a pas non plus, on n'envoie pas moins de gros satellites. C'est juste qu'on envoie beaucoup plus de satellites qui ont des tailles beaucoup plus petites et des masses beaucoup plus petites, et on les envoie beaucoup plus proches également. On n'envoie pas aujourd'hui peu de satellites de 500 kg en orbite géostationnaire à 36 000 km. Aujourd'hui, on va plutôt envoyer des satellites qui vont faire entre 4 et 300 kg environ, hein, à moins de 600 km dans l'espace, en orbite basse. Et c'est ça la grosse révolution. Et du coup, forcément, qui dit changement de marché, dit demande et besoin d'une solution adaptée. C'est pour ça qu'on a vu fleurir depuis plusieurs années, alors même, j'ai envie de dire, depuis 2002, parce que le premier projet de SpaceX, c'était la Falcon 1, avec une capacité d'environ 200 kg dans l'espace, si je dis pas de bêtises. François, je ne sais pas si tu as l'information, mais ça doit être dans ces eaux-là, 150 à 200 kg. Ils étaient en avance, hein, la Falcon 1 a volé première fois en 2007, je crois. Ils étaient en avance, et c'est pour ça qu'ils sont partis sur la Falcon 9. Mais le marché commençait à devenir vraiment intéressant à partir justement des années 2010. Et c'est pour ça qu'on a vu des projets comme Rocket Lab, qui sont des Néo-Zélandais aujourd'hui américains, qu'on a eu des projets également comme Firefly, comme Vector Launch, des startups, souvent USA, qui se sont lancés et qui sont allés chercher du capital complètement privé, quelque chose qui va à l'encontre complète du spatial, notamment dans le secteur des lanceurs, parce que les lanceurs sont chers, les lanceurs sont difficilement rentables. Mais là, on a des entreprises privées, des startups faites par des gens qui sortent du cursus classique, la NASA, les grandes entreprises du spatial américain, et qui créent leurs startups, qui vont chercher des centaines de millions d'euros, de dollars en l'occurrence, et qui vont créer leur propre lanceur. Rocket Lab, depuis 2017, ils ont lancé environ une quinzaine de fois leur lanceur Electron, qui a une capacité entre 150 et 250 kg dans l'espace. Et leur but, c'est de lancer ces satellites, justement, qui vont faire 100 kg, 200 kg. Et ils excellent là-dessus, hein, avec un service qui est beaucoup plus dédié que les gros lanceurs. Parce que c'est ça la problématique. C'est que quand on a un satellite de 100 kg, comment est-ce qu'on fait pour l'envoyer quand tous les lanceurs, ou la majorité des lanceurs, peuvent envoyer 20 tonnes en orbite? Parce que c'est ça, Ariane 5, c'est 20 tonnes en orbite. Atlas 5, dans sa configuration maximale, c'est environ ça également. Donc, on avait besoin de petits lanceurs pour envoyer ces satellites au bon endroit. Maintenant, quand on regarde le marché des petits satellites, on remarque une niche. Une niche qui n'est toujours pas bien desservie d'ailleurs, hein, et qui représente la majorité du nombre de satellites envoyés dans l'espace. Par contre, ça ne représente pas la majorité de la masse, mais la majorité du nombre de satellites envoyés dans l'espace. Je disais 80% en 2017. Aujourd'hui, c'est un peu moins, mais quand on retire la constellation Starlink, qui vient un peu fausser les chiffres au niveau des smallsat, il faut le dire, c'est un marché captif, ça sert à rien de parler de lancement de smallsat quand il y a Starlink dans l'équation. Quand on retire Starlink, ça reste dans les 80% du nombre de petits satellites envoyés dans l'espace. Donc on ne peut pas ignorer les nanosats, et pourtant les nanosats aujourd'hui, on remarque que même sur un lanceur de 300 kg, on a du mal, enfin ils ont du mal à être envoyés correctement, à avoir un service dédié, à être les clients principaux, parce que c'est ça que veut un opérateur de nanosatellite, c'est être le client principal. Aujourd'hui, si vous êtes Eutelsat et que vous allez voir Ariane 5, c'est vous qui décidez où vous allez, c'est vous qui décidez quand est-ce que vous y allez. Aujourd'hui, c'est pas le cas avec les nanosatellites. Donc, c'est là où nous, on a décidé justement d'intervenir. Alors, je vais partager mon écran, écran 2, vous me dites quand vous le voyez. C'est bon? Super, ouais, merci François. Chez Venture Orbital Systems, alors je suis navré, la présentation est en anglais, on ne l'a pas traduite. Chez Venture Orbital Systems, on a l'ambition de créer le futur de l'infrastructure spatiale afin de créer un accès simple à la donnée pour les entreprises qui améliorent votre vie tous les jours. Et on parle bien de données parce qu'on n'envoie pas des satellites pour juste s'amuser, on ne dépense pas des centaines de millions d'euros pour s'amuser. Quand on va dans l'espace, on le fait pour une raison. Parce que l'utilisation de l'espace, aujourd'hui, il est bien plus qu'il ne pourrait paraître.
L'espace, c'est la source qui nous permet aujourd'hui d'intervenir lors de désastres environnementaux, de guider les forces d'intervention. L'espace, c'est à l'origine aujourd'hui de tous les outils qui permettent d'améliorer l'efficacité de nos récoltes agricoles. Par exemple, on est dans une région où cet aspect-là est très important. Euh, Concrètement, j'ai pris 2 exemples. L'espace, pour GHGSat, c'est une startup qui a levé 55 millions de dollars. L'espace, c'est pour eux la détection et le suivi des émissions illégales de gaz à effet de serre par des entreprises malhonnêtes ou des entreprises visant à réduire leur empreinte carbone. Et pour Munich de Ray, un rassureur connu, notamment dans le spatial, pour eux, l'espace, c'est de prévoir et détecter les dégâts subis par des maisons, par des bâtiments et par des terres qu'ils assurent. En résumé, l'espace, c'est la terre fertile du futur de la donnée qualitative du XXIe siècle. Et l'utilisation de l'espace est essentielle au développement des connaissances nécessaires à notre progrès. Et c'est pour ça qu'on fait des lanceurs aujourd'hui. Au tout début, on faisait des lanceurs parce qu'on avait besoin, en effet, d'envoyer des bombes sur nos voisins. On le fait toujours, je vous rassure. Mais aujourd'hui, on fait des lanceurs parce qu'il y a un intérêt à envoyer de plus en plus d'objets connectés qui permettent de nous enrichir avec de la donnée qualitative. Et c'est exactement pour ça que nous, on s'est lancé dans l'aventure, et c'est exactement pour ça que nous, on veut envoyer des satellites dans l'espace. Cependant, aujourd'hui, ces connaissances qui nous aident à façonner une meilleure société sont noyées, sont perdues dans un indigeste et long voyage vers l'orbite. Aujourd'hui, une solution abordable et performante, j'en ai déjà parlé, pour générer cette donnée, c'est les nanosatellites. C'est des satellites de la taille d'une boîte à chaussures qui sont envoyés par dizaines en orbite. Mais envoyer ces satellites dans l'espace avec les solutions actuelles, comme je vous ai expliqué, sur des lanceurs qui peuvent envoyer 20 tonnes dans l'espace, c'est comme faire un Paris-New York sans ticket d'avion, sans aéroport et surtout sans avion. En effet, l'accès à l'espace, il manque terriblement d'infrastructures dédiées pour ce nouveau type de satellite. Il n'y a aucun aéroport ou hub permettant de réunir tous les services nécessaires pour aller de l'usine du satellite à l'orbite terrestre. Aucun guichet unique pour acheter un ticket facilement et surtout aucune ligne de transport fréquente et dédiée. Ces satellites, ils sont aujourd'hui envoyés en tant que charge utile secondaire sur des lanceurs gigantesques et ils n'ont ni le choix sur leur orbite, ni le choix sur leur date de lancement. Et pourtant, le marché il est en pleine expansion. Je vous l'ai déjà montré via quelques chiffres. En 2019, on a envoyé 188 nanosatellites qui pèsent environ 5 kg. Et c'est que le début d'une croissance exponentielle du nombre de nanosats à envoyer dans l'espace. On prévoit qu'en 2025, il y aura plus de 790 nanosatellites à envoyer. Et cette croissance, elle est alimentée par la création et par le financement, et c'est ça qui est important, privé et public, de plus en plus d'entreprises voulant envoyer des satellites dans l'espace pour revendre leurs données. Et c'est pour ça qu'on développe Zephyr, comme une fusée sur mesure pour les opérateurs de nanosatellites, et tous les services nécessaires autour, comme une infrastructure dédiée. Cette solution, elle nous permet de réduire considérablement les délais de lancement, de plus de 12 mois aujourd'hui sur un lanceur classique, même beaucoup plus de 12 mois, à moins de 6 mois entre le premier contact et le lancement. Et on peut proposer ça grâce à notre infrastructure, et notamment on peut proposer un contrôle complet de la mission de notre client, ce qui lui permet d'avoir une expérience de lancement beaucoup plus simplifiée et adaptée. Et ça fait de notre service une solution sur mesure, réactive et économique pour les opérateurs de nanosat. Alors nous, on se focalise sur 4 segments bien précis. On a un lanceur qui peut aujourd'hui envoyer 70 kg dans l'espace, ce qui est peu. On est quasiment parmi les plus petits dans la course, la nouvelle course à l'espace, et c'est pas pour rien. C'est que sur les environ 3000 satellites à envoyer dans l'espace dans les 5 prochaines années, il y aura des entreprises, il y aura des universités, des labos de recherche, des agences spatiales et un petit peu le marché de la défense. Et nous, on se focalise sur 4 segments, notamment le lancement progressif de petites constellations. On va pouvoir envoyer 6 satellites d'un coup, pile au bon endroit, ce qui permet de répartir une constellation parfaitement dans l'espace. On va se focaliser également sur le renouvellement de grandes et moyennes constellations. On est sur des satellites qui sont consommables. Ils ont été designés pour être consommables. On n'est plus sur des satellites qui prennent 10 ans à développer et qui vont rester 10, 15, 20 ans dans l'espace, très haut, parce que de toute façon, on ne peut pas les désorbiter. On est aujourd'hui sur des satellites qu'on envoie bas, qui vont mourir, soit avoir de malfonctions, soit juste rentrer sur Terre au bout de 2 à 4 ans. Et c'est normal, parce que ces satellites, ils ont besoin... le marché évolue, on a besoin de plus de performances, de solutions différentes, et donc les entreprises, elles envoient de plus en plus de satellites. Donc on se positionne là-dessus, sur le renouvellement de grandes constellations. On se focalise également sur les lancements d'urgence, sur une capacité de pouvoir lancer à moins de 3 mois un satellite, et enfin les lancements unitaires sur des satellites sans constellation.
Ça représente environ 57% du nombre total de satellites, juste pour l'information, à envoyer dans les 5 prochaines années. Et on se concentre majoritairement sur les entreprises privées, les agences spatiales et le marché de la défense, hein, qui subissent des pertes financières commerciales et performances causées par les lancements non dédiés. Zephyr, qu'on développe aujourd'hui à Reims. Toute notre équipe est basée à Reims. Notre future usine sera basée à Reims. Alors peut-être pas dans Reims, mais en tout cas dans le coin. Et dans le Grand Est surtout. Zephyr, c'est la solution technique au problème de nos clients. C'est un lanceur de 15 mètres de haut, petit. Ariane 5, ça fait 55 mètres de haut, qui peut envoyer jusqu'à 70 kg dans l'espace. Ainsi, il est le seul lanceur en développement en Europe à se focaliser sur les besoins des nanosats. Et son architecture grandement simplifiée est faite pour faciliter sa production en masse. On est également en train d'étudier plusieurs brevets et ils sont en cours de dépôt pour des composants du lanceur. On arrive à proposer justement Zephyr possible économiquement, parce que faire un petit lanceur et le rendre rentable, c'est tout aussi difficile que de faire un gros lanceur et le rendre rentable. Mais on rend aujourd'hui notre lanceur compétitif et économique grâce à notre moteur fusée entièrement imprimé en 3D. Alors que les moteurs classiques nécessitent plusieurs milliers d'heures de production et d'assemblage, ainsi que des machines construites sur mesure, on peut imprimer notre moteur Navier en moins d'une semaine en seulement 3 pièces. Mais on n'est pas les seuls à vouloir envoyer des petits satellites dans l'espace. On recense... Ah, pardon, bon, j'ai oublié la slide, je vais vous la dire quand même. On recense environ 15 projets mondiaux financés et crédibles en développement. En Europe, je peux citer il y a 3 projets en Allemagne, 2 projets en Angleterre et un projet et demi en Espagne. La différence qu'on va avoir par rapport à eux, c'est déjà le prix. On est généralement moins cher qu'eux, sauf de SpaceX, sauf que SpaceX sont clairement pas dédiés. Hein, ils ne lancent même pas de nanosatellites. Enfin, on doit acheter 200 kg de capacité pour discuter avec SpaceX. Et enfin, les autres, pareil, hein, focalisent des marchés un peu différents, hein, des satellites de 100, 150, 200 kg, là où un satellite de 4 kg ne va pas pouvoir avoir un lancement dédié chez Rocket Lab. Justement pour aborder notre futur, hein, et nos ambitions. On est aujourd'hui en 2021, on a levé un peu plus d'1,5 million d'euros, on lève 5 millions d'euros d'ici la fin de l'année. On a pu lancer notre première filiale, Astreos, qui accompagne les opérateurs de satellites dans leur mission de lancement. On a mené plusieurs partenariats industriels, notamment dans la région. On va tester notre premier moteur d'ici les prochaines semaines. On a pu tester nos technologies d'injecteurs. On compte imprimer notre premier moteur fusée à grande échelle, donc Navier Mark 1, qui a une poussée d'une tonne 2, qui a été développé en moins d'un an, sous contrat avec l'Agence spatiale française. Et ça nous permettra d'arriver en 2022, lever justement plus de 5 millions d'euros, passer environ une soixantaine de personnes à temps plein dans l'entreprise, toujours à Reims. Ça nous permettra de valider toutes les briques technologiques, nos réservoirs, notre système électrique, nos moteurs fusées, pour arriver en 2023 vers un premier tir suborbital d'un lanceur qui s'appelle Boreal, qui a les mêmes dimensions que Zephyr, un peu plus léger et avec un peu moins de fonctions, mais qui nous permet de tester nos technologies en vol, et d'arriver en 2024, fin 2024, avec un premier lancement commercial de Zephyr, quelque part dans le nord de l'Europe, et potentiellement également en France, pas métropolitaine. Pour ce qui est de notre équipe, on est aujourd'hui 4 personnes à la direction, dont une personne que je ne peux pas encore révéler, mais qui a plus de 30 ans d'expérience dans l'industrie spatiale, à des postes exécutifs dans des entreprises du spatial et des entreprises de lanceurs notamment. On est aujourd'hui, voilà, on a l'équipe qui se répartit entre merci pour vos questions, je répondrai après, j'imagine. Qui se répartit aujourd'hui entre nos pôles techniques, nos 3 pôles techniques, et également notre filiale Astreos. On peut voir les petits logos, c'est l'expérience qu'ont nos équipes. On a également la chance d'avoir plusieurs partenaires. Alors, on n'a pas mis tout le monde, mais on a mis notamment ceux qui sont dans le Grand Est. On a la chance de travailler avec le CNES, on est incubé à l'Agence spatiale européenne. On est soutenu financièrement par BPI France, et notamment BPI France basé à Reims, que je salue, qui font un travail extraordinaire pour l'accompagnement de l'innovation et notamment l'accompagnement de notre entreprise. UI Investissement,
qui est un des plus gros fonds d'investissement, déjà de France et le plus gros fonds de la région Grand Est, qui nous soutient également financièrement. On a des partenariats avec des acteurs historiques comme Comat dans le spatial, comme Safran, comme Ariane Group, mais également des partenariats avec des gens qui ne sont pas du spatial, comme Rafo, avec qui on va faire nos réservoirs cryogéniques en aluminium. Et on est également en train de mener des partenariats avec des laboratoires comme ITEM à Charleville-Mézières pour nos réservoirs en composite carbone. Donc on bénéficie vraiment de tout cet écosystème.